émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Hein? Mais ça peut arriver. Un miracle. You know, I saw her on television. I was sitting in a comfortable bar and I was minding my own business. They had one of those award shows on the TV. When the camera went over the audience, I saw her. Yeah? And I knew if I went out to California, I'd find her. I thought you were dead, man. And now I know. Now I know why the old man always said you look exactly like your mother. Yeah? I must look like her too, huh? She's living with a fucking movie producer. Or she was then, I don't know. Was she? Was she glad to see you? Oh yeah, she was, yeah. She said it was the funniest thing she ever heard of. She wanted me to come in and move in with her. California is, yeah, it's very funny. It's even better than here. California's nice, huh? Nice place? California's like, yeah, California's like a beautiful wild girl on heroin. Who's high as a kite, thinking she's on top of the world, not knowing she's dying even if you show her the marks. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. You see, when you're young, you're a kid, you got time, you got nothing but time. Throw away a couple of years here, a couple of years there. It doesn't matter, you know. The older you get, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left. Think about it. 35 summers. Smokey, man, you should come up with some good ideas, bro. Man, that is what I'm here for. Cool, let's get fucked up, huh? Where's the guy?
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est là bien évidemment pour nous parler, comme on a pu l'entendre, de Francis Coppola et de son Rusty James à l'occasion de la sortie en Blu-ray chez Whiteside du film dans un coffret avec des bonus et puis un livre. On en parlera peut-être pour la fin de cette émission. On va essayer de se garder le temps pour parler de cette belle édition assez riche. On reparlait en antenne justement à l'instant des bonus et des petits making-of qu'il peut y avoir, notamment sur le Blu-ray, qui sont quand même super chouettes. C'est souvent le cas dans toutes les éditions des films de Coppola. En général, les bonus sont toujours souvent super bien. Enfin, l'édition d'Apocalypse Now, de Coup de cœur, Conversation secrète et Outsiders, qui était paru chez Pathé. En tout cas, vu que c'était Zoetrope, le studio de Coppola qui produisent eux-mêmes enfin qui gèrent leurs archives et qui les exploitent. En général, les petits docs et modules making of et tout ça sont toujours passionnants. On en reparlera peut-être un peu plus à la fin de cette émission. Avant de parler, à proprement parler de Rusty James, on va quand même revenir rapidement sur Coppola. Évidemment, on ne peut pas revenir en long et en large sur tout ce qu'il a fait, comme le signalait Antonin quand on préparait cette émission. Il m'a dit qu'il faudrait au moins 5 heures si on voulait faire une spéciale Coppola, donc on ne pourra pas faire une spéciale Coppola, mais on va quand même le présenter pour voir dans quel contexte a pu être fait Rusty James. Je vais te laisser bien évidemment t'en charger puisque c'est ton gourou. Il faut savoir qu'Antonin, quand même depuis une vingtaine d'années, il fait beaucoup d'efforts pour ressembler à Francis Coppola. Je bois beaucoup de vin, par exemple. Et beaucoup de spaghettis. Coppola, c'est quand même une forme de patriarche de ce nouvel Hollywood dont il fait lui-même partie, ce qui lui offre quand même une position un peu à part dans le cinéma américain. Faut savoir donc qu'il est un poil plus vieux quand même que ses copains Scorsese, De Palma et les autres, et qui fait partie de l'une des premières sessions de la fac de Los Angeles, fac de cinéma de Los Angeles, et que ça va être l'un des premiers à aussi en sortir et à travailler avant ça. Les petites gens qui étaient là avant lui dans la fac n'avaient pas jamais travaillé dans le cinéma. Ça va être l'un des premiers, le premier même, d'ailleurs, à trouver vraiment du travail au sein des studios qui à l'époque, à la fin des années 60, sont quand même dans un sale état. Et lui, il va se faire engager. Alors c'est à la Paramount déjà qui se fait engager pour écrire des scénarios. Je ne sais plus. Où il passe d'abord par chez Corman. En tout cas, il est d'abord passé par chez Corman directement après ses études de cinéma. À faire des montages de films. Voilà, c'est ça. Il a même fait un petit film, récupéré un petit film érotique pour l'allonger, pour pouvoir l'exploiter en salle. Pour Corman, me semble-t-il. En tout cas, après, oui, il a pas mal bossé. Son premier long métrage chez Dementia 13, il l'a fait pour Corman, un petit film d'horreur qui a du côté $2,000 ou un truc comme ça. Tourné en 10 jours. Et voilà, il a été quand même vite fait engagé par les studios, et c'est vrai qu'un de ses premiers longs métrages de studio fait à Hollywood, c'est quand même avec Fred Astaire. Donc c'est dire quand même qu'on est dans une temporalité qui est bien en amont de celle de tout ce nouvel Hollywood qui va arriver avec tous ses compagnons, George Lucas, Scorsese et tout ça. Francis Ford Coppola est plus âgé, et c'est vrai que c'est comme tu disais, oui, c'est vrai que parler de Coppola c'est toujours étrange, parce que c'est vrai que sa filmographie non seulement est très étendue parce qu'il continue à faire des films, mais en plus extrêmement variée. C'est vrai qu'on a quand même toujours du mal à se dire, et c'est vrai que entre le côté la démesure, enfin le romanesque un peu intimiste du Parrain, la démesure baroque d'Apocalypse Now, et puis ces petites œuvres dont on va parler, Outsiders ou Rusty James, il y a quand même une sorte de variété de style. C'est vrai que Coppola, on a toujours l'impression que c'est l'homme d'Apocalypse Now, c'est l'homme du délire formel, l'homme de la démesure, et en même temps quand tu regardes certains de ses films, c'est plutôt quelqu'un de l'intime finalement. Mais il fait quand même partie de l'école qui associe le style au sujet. Ouais, c'est ça. Contrairement justement à un Scorsese ou un De Palma, qui font passer le style au-dessus de tout un peu et qui sont les stars de... Lui adapte son style au sujet. Il y a vraiment de ça. On a toujours l'impression, et on y reviendra beaucoup, que Coppola a toujours fait ses films contre le précédent. C'est limite si le Parrain 2 il fait contre le Parrain 1. On parlera de Rusty James et du diptyque Outsiders Rusty James. Rusty James est clairement fait contre Outsiders. Outsider étant lui-même fait contre Coup de cœur le précédent, et Apocalypse Now et Coup de cœur contre Apocalypse Now. Enfin, il y a vraiment une rupture radicale contre le Parrain. Voilà, et il y a vraiment cette sorte de va-et-vient dans des films qui, au niveau du style, vraiment sont toujours des propositions formelles très fortes, mais très différentes les unes des autres. Et donc effectivement, ça lui a donné, et au côté carrière, c'est aussi quelqu'un qui, au niveau financier, a dû toujours se réinventer, a oscillé entre des rêves, toujours de façon très paradoxale, entre des rôles, des rêves de contrôle absolu qui l'ont amené dans des délires mégalomaniaques du style Apocalypse Now, d'indépendance, mais avec les moyens d'un
grand studio. C'est ça, c'est qu'il y a toujours ce côté-là chez Coppola, c'est en ça qu'il a été vraiment le parrain de cette nouvelle génération, c'est que c'est le bonhomme qui, le premier déjà, c'est à travailler pour les studios, et les premiers qui leur a dit fuck quoi, en gros, on va vous renverser en créant nous-mêmes notre studio pour pouvoir produire des films les plus légers possibles et les plus raccords avec les temps des années 70, c'est-à-dire que lui il va fonder pour une première fois American Zoetrope en produisant par exemple Rain People, son long métrage avec James Caan, qui est vraiment un pur road movie dans l'esprit de ces années-là. Évidemment ça va se planter, ça va être il produisait en même temps THX 1138 de George Lucas, avec qui il va beaucoup travailler, voilà, et en tout cas il y a toujours il va le prendre sous son aile, même George Lucas, qui sera assistant sur Les Gens de la Pluie justement, et comme tu l'as dit là, du coup il produit avec Zoetrope du coup THX 38, et ils vont rester après quand même jusqu'à ce que même beaucoup dans les années 80, Lucas va par exemple produire, je crois, je ne sais plus lequel de ses films. George Lucas il va produire Tucker. Voilà, Tucker. En tout cas, il y a les gens de la pluie, il y a comme ça des tentatives, et puis il va retourner au studio pour écrire en tant que scénariste, et il va remporter même un Oscar pour Patton. Donc il y a plusieurs scénarios sur lesquels il participe, il est crédité ou non d'ailleurs pour Paris Brûle-t-il, pour des films comme ça. A priori, il reste pas grand-chose de son travail pour Paris Brûle-t-il, mais en tout cas pour Patton, il remporte un Oscar, et c'est après cet Oscar-là que Robert Evans, le nouveau producteur, le jeune producteur de la Paramount, va l'engager pour réaliser Le Parrain. Aussi beaucoup parce qu'il a un nom italien en fait, et du coup il fallait avoir vraiment une équipe avec des noms italiens pour faire Le Parrain, pour que ça fonctionne. Nino Rota, Coppola et tout le bordel, et Mario Puzo. Le Parrain va être le carton que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est un film extraordinaire. On ne peut pas revenir, évidemment, comme on l'a dit, sur Le Parrain comme sur les autres films. En tout cas, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, dans les années 70, il y a une sorte de gloire, en tout cas, Coppola. C'est-à-dire qu'il va parvenir justement à faire Le Parrain, qui va être un succès fou, à la fois public et critique. Le film, voilà, aujourd'hui encore, est vraiment considéré, et à juste titre, comme un très très grand film. Et il va aussi parvenir à faire des films comme Conversation secrète, qui aujourd'hui est peut-être un peu plus oublié, et mais il est disponible très facilement, qui va remporter la Palme d'Or. Il y aura Le Parrain 2, des Oscars, il y aura Apocalypse Now, une nouvelle Palme d'Or, et une entreprise, comme tu l'as dit, complètement gigantesque. J'invite tout le monde évidemment à revoir déjà le film, mais aussi le making of, qui est connu maintenant et qui est disponible évidemment sur l'édition Blu-ray. Il y a aussi un livre d'Eleanor Coppola, la femme de Coppola, qui était présente avec ses notes et qui raconte encore une fois le tournage. Apocalypse Now, qui va par contre mettre vraiment en danger, alors que la Zoetrope était déjà donc sa société, son espèce de Shangri-La qu'il essayait de créer à côté d'Hollywood, et d'inviter de nouveaux réalisateurs dans les 70, début 70. Il va inviter ses copains réalisateurs à venir à Zoetrope pour essayer de créer un nouvel Hollywood. Vraiment, il a ce rêve vraiment de créer des gros studios à côté d'Hollywood, mais où les réalisateurs seraient complètement indépendants, entièrement au service des auteurs, quoi. Mais ils auraient par contre les moyens pour pour mettre en image vraiment leur vision complètement dingue. C'était quand même ça son projet, qui régulièrement gagnait et puis s'effondrait, et puis réussissait et puis s'effondrait. Il n'a pas arrêté de s'effondrer finalement. Après chaque réussite, il y avait vraiment une chute qui était terrifiante, et Apocalypse Now notamment, mais c'est pas que ça, mais là, parce que THX 138, je crois déjà l'avait endetté, surendetté. Il a dû attendre la fin des années 80, et Tucker, qui a été un succès pour le coup, notamment pour rentrer dans son il a fini argent, par surtout rentrer dans ses frais en achetant des vignes et en produisant du vin. Oui. Ça doit être une des Aujourd'hui, il est surtout connu son pour son socle pinard financier. Ça fonctionne un peu là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que Coppola, c'est vrai, Apocalypse Now, on est déjà dans fin des années 70. On est typiquement dans ce moment-là où les auteurs ont vraiment le pouvoir à Hollywood, où ils commencent à aller dans un délire d'hubris total, quoi. C'est vrai que c'est en même temps que du coup Sorcerer. Voilà, et 2 puis ans avant, je crois qu'il y a Sorcerer. Là, il y a Apocalypse Now, donc la Porte du Paradis, sur ces années-là où voilà le système de Hollywood qui s'est régénéré au contact de grands auteurs qui l'ont réinventé, qui l'ont permis de réasseoir son autorité financière, quoi, quelque part. Lui, Coppola a tout un symbole avec Apocalypse Now, qui est une sorte de catastrophe industrielle, mais qui, lui, pour le coup, a connu un grand succès commercial, qui a quand même sauvé Coppola de la ruine. Le film complètement oublié, jusqu'à hypothéquer sa maison. C'est ça. Le film qui va être le moment où Coppola va connaître un échec absolument retentissant par rapport à l'attente qu'on pouvait avoir. C'est un film qui est assez oublié quelque part, donc qui est très peu cité par tous les
les cinéphiles, c'est son film coup de cœur, One from the Earth, qui est raté aussi, hein, qui est un ratage intéressant. En fait, c'est Coppola, c'est aussi quelqu'un, une sorte de visionnaire qui a beaucoup investi et beaucoup prophétisé l'avènement du cinéma, ce qu'il appelait le cinéma électronique et qui est en fait le cinéma numérique, quoi, qui est au niveau des nouvelles productions, des nouveaux moyens de production pour pouvoir produire des films de façon beaucoup plus légère. On en parlera plus en profondeur quand on parlera de Outsider et Rusty James, qui sont aussi tournés avec des studios de montage mobile dans une fameuse caravane qu'il appelait le Silverfish, où il montait quasiment en direct, où il a inventé les prévisualisations, qui est quelque chose d'absolument commun chez tous les réalisateurs hollywoodiens. C'est-à-dire, lui, ce qu'il faisait à l'époque avec Comédie Bord, c'était de filmer ses acteurs pendant les répétitions sur fond vert et d'y mettre derrière les storyboards des plans qu'il voulait tourner pour avoir une sorte d'idée de la continuité du film. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant vraiment rentré dans les mœurs de n'importe quel metteur en scène, surtout de metteurs en scène américains et de grands spectacles. Et surtout l'idée, je te laisse, mais c'est de pouvoir tourner le film dès que t'en as envie, en fait, et de pas avoir à attendre, comme ont pu le faire justement des types comme Scorsese, 20 ans pour pouvoir tourner un film. Lui, l'idée, c'est, voilà, t'as envie de tourner ton film, tu le tournes maintenant, sur le moment où t'as envie de le tourner. C'est toujours ça qui est dingue, c'est le paradoxe de Coppola, le paradoxe qu'on va retrouver dans ses films, cette sorte de tiraillement entre, voilà, une sorte de lourdeur de production, de grands projets un peu pharaoniques et d'ambition folle, par rapport à, tout au service d'une sorte de légèreté et de l'intime. C'est une sorte de paradoxe qu'on va retrouver aussi dans tous ces films. Apocalypse Now, c'est effectivement une grande fresque guerrière, mais il n'y a pas de film plus porté sur l'intériorité que ce film-là, alors même que ce dont on se souvient, c'est de la chevauchée des Valkyries. Mais par contre, c'est vraiment, alors que c'est un grand film sur l'intériorité, Conversation secrète, c'est pareil, ça va être un grand film sur l'intériorité, et le Parrain, la trilogie tout entière, va paraître comme une grande fresque romanesque, alors que c'est un film de famille, en fait, quoi. Ça va être, il y a toujours, la filmographie de Coppola est vraiment tiraillée là-dedans. C'est quelqu'un qui va tirailler là-dedans et qui va tirer toute son énergie sur tout ça entre des grandes formes romanesques, quelque chose de très ample, qui finalement ne vont parler que d'une chose, c'est de lui-même, sa famille, son entourage proche, ses obsessions, quelque chose et dans ses moyens dans sa façon de vouloir de révolutionner la manière de faire des films en Californie. Ça a été ça aussi, d'un coup de se barrer dans un grand délire de contrôle absolu au service de quoi, d'une sorte de geste artistique qu'il voulait le plus léger possible. Et c'est vrai que Coup de cœur, c'est un film intéressant pour ça, parce que c'est presque une sorte de pierre de rosette du cinéma numérique. C'est un film qui est d'ailleurs assez intéressant à mettre en relation avec le succès du moment, La La Land, hein. C'est presque une sorte de film matriciel, parce que dans la mise en scène, c'est un film qui, par exemple, va éviter toutes les coupes de montage, qui va tout faire pour que le film coule de la façon la plus fluide possible. À l'époque, c'est en pellicule, donc à l'époque, c'est en pellicule. Après, le film, minutes normalement. Ouais, et donc par un système des fondus enchaînés, des matte painting et tout ça, les films est beaucoup tourné en plan séquence, à faire cohabiter différents espaces au sein d'un même plan, quelque chose comme ça qui va vouloir effacer la coupe du montage, chose qu'on retrouve évidemment de façon beaucoup plus facile maintenant avec le numérique, qui permet de faire tourner des faux plans séquences. Et puis il y a aussi une grosse rupture comparée justement à Apocalypse Now, qui était ce tournage justement complètement fou, hein, sur plusieurs années à l'autre bout du monde, et là d'un coup il y a une rupture totale, puisqu'il va commencer à tourner dans sa caravane, dans un studio, et lui il est enfin dans sa caravane, il dirige les gens depuis sa caravane, il fait le montage justement en direct justement, et enfin moi je trouve ça fascinant, ça me fait penser à vraiment une coupe cut à la 2001, le passage de l'os à la fusée, enfin c'est vraiment ça. Oui, il y a vraiment de ça, et surtout qu'en plus entre Apocalypse Now et Coup de cœur, c'est le scénario, c'est l'échec retentissant aussi, Coup de cœur, c'est vraiment le scénario, c'est vraiment une histoire d'amour la plus bête possible, que c'est une sorte de comédie de remariage, et qui est d'une simplicité totale par rapport à l'ambition du projet de production et de mise en scène du truc, ce qui fait que quand c'est arrivé ce film-là, on s'est dit mais Coppola a accouché, la montagne a accouché d'une sorte de mini de souris, parce que en plus personne n'a remarqué la mise en scène extrêmement sophistiquée du film. Le film est chiant, hein. Le film il est pas terrible, il est vraiment assez ça fait partie des Coppola qui sont presque justement plus expérimentaux, et comme tu l'as dit, intéressants, et c'est ça qui est problématique, c'est que le film est intéressant, mais par contre en termes de justement de spectacle, en tout cas
d'intérêt cinématographique vraiment. D'un point de vue technique, c'est brillant. Voilà. On va écouter un court extrait de Rusty James et puis on va parler justement de l'après coup de cœur qui sera Outsiders justement et Rusty James. Court extrait de Rusty James. Donc, quand on l'a pas encore présenté, on va parler évidemment du film. Hein, on va pouvoir entendre, comme c'était déjà le cas dans notre pré-générique et le générique de cette émission, Matt Dillon et Mickey Rourke, les deux acteurs principaux de ce film. Poor kid. Looks like you're messed up all the time now, one way or the other. Okay. Let's go get a bite to eat. Hey. What? Hey. Hey. What? Hey. I'm alright. Hey. Why? What? Why? Oh, fuck. Hey. Hey. Fuck. Why? Man. Why? No, don't tell me fuck. Why? Huh? Let's get something to eat. Will you talk to me? Why? Why? Why what? Why? What? Why are you fucked up all the time, one way or another? J'adore cette scène. Voilà, donc après coup de cœur, donc échec gigantesque à tous les niveaux, hein, ça lui fait très très mal dans son corps à Francis Coppola et dans son portefeuille aussi, et il reçoit une lettre. Et là, je pensais que tu pourrais raconter. Moi, je peux raconter. Hein. De toute façon, l'anecdote est connue. Hein. Dans un collège en Arizona, où il me semble, une prof demande à ses collégiens, voilà, c'est quoi votre bouquin préféré, Outsiders de Susan Hinton. Est-ce que vous penseriez à un réalisateur pour le réaliser, Francis Ford Coppola. On va lui envoyer une lettre. Et Coppola reçoit cette lettre-là. On aimerait que vous mettiez en image, Outsiders. Et Coppola accepte. Et il part avec beaucoup de ses collaborateurs les plus réguliers, hein, Dean Tavoularis, Fred Roos et compagnie, pour tourner. Et sa famille, hein. Et sa famille, hein, évidemment. Hein, sa fille, Sophia, qui jouera encore. Voilà. Toujours dans ses films. Ces deux fils qui sont producteurs, à savoir qu'il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui a 19 ans, mais qui deviennent producteurs. François Fillon. Oui, c'est un peu ça, hein, Roman Coppola et Gio Coppola. Et donc du coup, il va tourner Outsiders, qui est une film qui est une sorte, qui pareil a été plutôt un beau succès, ça a été un vrai succès. Outsiders, mais je crois qu'au niveau critique, on lui a beaucoup reproché de sa sagesse en fait, parce que c'est un film qui autant Rusty James va être vraiment outrageusement stylisé, autant celui-là est vraiment outrageusement classique. Et même, je suis pas d'accord dans cette nouvelle version en tout cas, parce qu'il y a plusieurs montages de Outsiders, ouais. et quand même il y a du c'est presque tapageur même. En fait, il y a un côté tapageur sur certains plans, mais c'est vrai que dans les références que le film mobilise, le fait que déjà ça soit un film d'époque, qui s'inscrive vraiment dans un genre hollywoodien dont le principal représentant sera La Fureur de vivre de Nicolas Ray, le fait dans les looks et tout ça, il va aussi se référer au film de son copain George Lucas, American Graffiti. On sent bien qu'il y a une sorte de volonté de s'inscrire dans une forme hollywoodienne, même dans le côté les choix de photographie, qui est dû à Stephen Borom, hein, qui va aussi bosser pour De Palma et qui va être aussi l'auteur de la photographie de Rusty James, dans un côté une colorimétrie proche de celle du Technicolor. Donc même si certaines scènes, certaines audaces de montage, une artificialité assez assumée va tirer vers le film vers quelque chose d'assez arty, enfin de quelque chose d'artificiel et d'un peu méta, le film reste quand même relativement classique. Évidemment, quand on le met en regard avec Rusty James, ça paraît flagrant. Et c'est un film qui est vraiment, enfin c'est un film absolument génial. Donc c'est sur un gang, hein, comme pour Rusty James justement, ouais. On retrouve les histoires de jeunes avec là en plus encore une fois une distribution assez folle, même si à l'époque ça le paraissait pas forcément, mais on retrouve dans des petits rôles par exemple Tom Cruise, il y a Patrick Swayze, il y a Matt Dillon, on accumule comme ça des Ouais, c'est ça. C'est un film qui repose vraiment beaucoup sur son casting et surtout sur les audaces de son directeur de casting, Fred Roos, qui est aussi le producteur de Coppola, qui a innové en créant des nouvelles méthodes de casting basées sur vraiment de faire jouer tous les gens qui voulaient, de faire jouer tous les jeunes les rôles les uns autour de rôles, quoi, vraiment qui jouent tous les rôles, et de filmer toutes ces répétitions là et de faire ça sur le long cours pour prendre au final choisir plusieurs acteurs
faire et puis les caster vraiment après quoi. C'est pour ça que d'un coup tu te retrouves avec un film avec tous les gens qui vont faire une bonne partie du cinéma des années 80 qui va venir quoi, avec Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Macchio, Emilio Estevez, et donc il y a vraiment un gros machin. Et d'ailleurs dans Rusty James on retrouve aussi un casting assez impressionnant. Il récupère de toute façon la même équipe, on va y revenir, mais il a vraiment enchaîné les deux films. Il y a eu 2 semaines je crois de latence entre les deux tournages, parce que pendant le tournage des Outsiders il commence à écrire le scénario de Rusty James, qui est adapté encore une fois de Suzy Hinton, c'est ça, et pour un roman Rusty James pour le coup qui n'avait pas du tout eu le succès des Outsiders, parce que les gens semblaient ne pas comprendre le roman Rusty James, alors qu'on retrouve quand même beaucoup d'idées extrêmement similaires, hein, et on retrouve encore d'histoires de gangs et de jeunes, mais cette fois-ci dans le monde contemporain. Et puis un rapport à l'aîné et la transmission, hein, c'est évidemment la grande thématique, c'est lui-même Coppola qui le dit, hein. De toute façon, quand on écoute le commentaire audio par exemple, sa grande idée, son grand thème, c'est le temps, et Rusty James c'est son grand film sur le temps, même s'il fera après L'homme sans âge et des films évidemment qui reviennent constamment. Je crois qu'à partir de là justement, il l'affirme très clairement, et parfois même trop d'ailleurs, ostensiblement cette thématique du temps comme quelque chose qui est vraiment l'inquiète, je pense profondément. Qu'est-ce que les générations suivantes, qu'est-ce que les générations passées vont pouvoir laisser comme trace aussi en fait. Et voilà. En tout cas, pour dire que The Outsiders, évidemment, quand on le met en comparaison avec Rusty James, oui, il paraît beaucoup plus classique, mais là, en le revoyant par exemple cette semaine, ça reste aujourd'hui malgré tout un objet qui visuellement, on sent qu'il est extrêmement travaillé. On n'a pas affaire non plus à quelque chose de beaucoup plus sobre, comme peuvent l'être des films qu'il fera plus tard comme Jardin de Pierre justement, ou comme même d'ailleurs Conversation secrète. Tucker, Conversation secrète, c'est ostensiblement ça, c'est un film européen quasiment dans sa forme quoi. Mais encore une fois, c'est ce que je disais au début de cette émission, c'est qu'il s'accorde en même temps constamment au sujet de son film. C'est-à-dire que là voilà par exemple dans The Outsiders, il y a une grande idée, c'est la jeunesse dorée, voilà, c'est l'épiphanie de la jeunesse, voilà, le moment où voilà on va arriver au plein pied de sa jeunesse, et puis à partir du moment où on est là, on ne fait plus que de mourir après quoi. Voilà, et donc il faut profiter de ce moment doré, de ce crépuscule de la vie finalement qui est justement cette jeunesse dorée. Et donc voilà, il va y avoir un gros travail sur ces couchers de soleil qui sont vraiment poussés au maximum. Ça n'existe pas des couchers de soleil comme ça, et lui il va les pousser au maximum. Comme après, quand il parle de Rusty James, il va s'accorder au point de vue de ce personnage de Motorcycle Boy qui est interprété par Mickey Rourke, qui voit la vie comme une télé en noir et blanc et qui est à moitié sourd, et donc du coup il va y avoir un gros travail sur le mixage. Il va être un film en noir et blanc justement, mais un truc extrêmement travaillé, hein. Il faut voir les bonus d'ailleurs et le commentaire où Coppola et ses collaborateurs expliquent le travail qu'ils ont pu faire visuellement sur Rusty James, jusqu'à aller peindre des ombres sur les murs. Moi, je trouve ça absolument fascinant quoi. En plus des ombres complètement impossibles, hein. C'est des choses presque expressionnistes, enfin, c'est vraiment dingue. Et il y a un travail visuel qui évidemment est beaucoup plus flagrant, puisque c'est un noir et blanc complètement artificiel qu'il utilise, et c'est son seul film avec Dementia 13, mais parce que c'était tourné vraiment avec 3 francs 6 sous en noir et blanc justement. Donc c'est vrai que là dans Rusty James, ça saute beaucoup plus aux yeux. Mais oui, bien sûr, mais tout saute aux yeux. Et je pense que c'était vraiment quand je disais que voilà, Coppola fait un film contre le précédent. Il y a de ça. Quand je disais que il y en a un qui est outrageusement classique, qui arbore tous les signes du classicisme. Celui-là, il va arborer tous les signes du cinéma d'art. Coppola l'a dit lui-même. Il veut faire un film d'art pour adolescents. Et c'est vrai que moi, ayant découvert ce film adolescent, je pense que le meilleur âge pour découvrir ce film, c'est effectivement l'adolescence, parce que il en a aussi la naïveté quelque part. Il a toute une de ses lignes de force, c'est une métaphore très très naïve qui est très séduisante pour un adolescent. Et c'est surtout que dans la forme, il est ostensiblement formel. On parle du noir et blanc, mais il y a aussi les choix de focale. Il est quasiment entièrement tourné en courte focale, avec toutes les déformations qui vont avec. Le mixage est toujours extrêmement présent, un mixage très audacieux qui va jouer sur des avant-plans sonores. On a pu entendre la voix de Mickey Rourke notamment
vraiment qui, il y a une qui est quasiment murmuré, mais bien qui, sûr. au niveau du volume, par contre, est vraiment au-dessus des autres, et ça donne vraiment un effet très très étrange. Il y a tout un jeu, entre les sons in, des sons off, une musique extrêmement audacieuse, qui reste toujours audacieuse, qu'il a confié, qui à la base, il voulait réaliser lui-même avec ses deux fils, où ils ont enregistré des boucles de marteau-piqueur, de passage de train, et ils se sont dit, il y a de l'idée, on va continuer là-dedans, mais par contre, il faut qu'on fasse appel à un musicien, et donc ils appellent Stewart Copeland, le batteur de Police, pour arranger la BO, et tout en conservant les bases rythmiques et puis les sons, le côté bruitiste de cette musique-là. Ça donne une des meilleures BO de l'histoire du cinéma pour moi, qui est vraiment une BO assez géniale à entendre comme ça, et surtout dans le film absolument brillante, mais toujours très marqué. Enfin, on l'entend, c'est une BO qu'on entend, tout comme on voit la photographie, on voit la mise en scène, et on voit aussi... il va même prendre un chorégraphe, un vrai chorégraphe pour les scènes de bataille, et c'est vrai qu'on tombe d'un coup dans quelque chose de West Side Story. Bien sûr, pour les scènes de tout baston, est ostensible. Je veux dire, il y a même les personnages. Le personnage de Steve, qui est le copain de Matt Dillon, est clairement une sorte d'archétype de binoclard, de geek, quoi. En fait, c'est clairement un cliché. Le personnage de Laurent Fishburne joue une sorte d'ange, d'archange annonciateur. Le flic, c'est un flic, quoi. Il a des lunettes, il a une police, c'est le flic, c'est un archétype. Le Motorcycle Ball, c'est pareil, c'est que on est dans des structures de scénario qui va utiliser les archétypes de façon très ostensible, qui va même au sein même des dialogues convoquer des grandes figures mythiques, qui ramène le joueur de flûte, beaucoup, oui, et donc tout est voyant dans ce film, et moi c'est pour ça que c'est un film, à chaque fois j'ai un souvenir, j'avais toujours un souvenir ébloui de la première fois que j'ai vu ça, et chaque fois que je le regarde régulièrement, j'ai toujours peur, je me dis oh là là, mais c'est vrai que quand j'y repense, ça va peut-être pas me plaire, et en fait chaque fois que je le regarde, je dis non, c'est extrêmement prenant. Et il y a un rythme en plus qui est vraiment... Il y a un rythme très particulier dans ce film. C'est vrai que c'est un rythme. Il est de toute façon, le film est rythmé par le temps qui passe. Dans la BO, on entend vraiment le tic-tac de l'horloge de façon constante. C'est un film qui coule vraiment, qui est mené assez pas tambour battant, qui coule. Il commence à peine que voilà, il va être entièrement dirigé vers sa fin, et c'est une sorte de grand flot. Et c'est pas que c'est un rythme très rapide, parce que c'est un film qui à la fois ménage des moments d'accélération totale. Je pense à la scène de la bagarre. Il y a même des accélérés visuels, des accélérations qui vont être beaucoup repris d'ailleurs, alors que lui-même s'inspire de Koyanagi, voilà, qu'il avait produit en plus, et qui vont être énormément repris plus tard par Gus Van Sant notamment, qui vraiment s'est jamais remis de ces trucs-là. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des moments de rapidité comme ça, et des moments de stase, de toutes les scènes de dialogue entre Mickey Rourke et Matt Dillon sont des moments de stase. Il va y avoir des moments de stase quand Matt Dillon fait un rêve où il est mort et tout ça, des moments un peu plus planant, et des moments de rapidité, des moments de silence, des moments au niveau du son, voilà, on retrouve ça aussi, des moments où c'est extrêmement bruyant, des moments où c'est extrêmement silencieux. Et même il y a le côté extrêmement syncopé. Il y a le côté extrêmement chorégraphié, et à côté de ça, il y a aussi des séquences qui paraissent totalement improvisées aussi. Ouais, carrément. Il est capable d'associer ces deux choses-là, et c'est pareil, ça donne vraiment un aspect assez étrange. De toute façon, il y a une étrangeté de toute façon qui court au long du film, qui tient à la fois, je pense d'ailleurs, du fait qu'on sent une préparation, un travail en amont du film qui est assez énorme, et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, cette espèce de fraîcheur, comme si le film était tourné dans l'urgence constamment. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est encore une fois une des forces de Coppola, c'est que quand il fait un film comme Le Parrain, il peut pas s'empêcher de filmer finalement sa propre famille. Là, on l'a dit, le film est dédié à son frère. Il a trouvé dans le matériel du roman quelque chose qui le touchait, du fait de la relation qu'il avait avec son frère, donc plus âgé, son grand frère, qui était lui-même lors d'une de l'endroit où il a habité avec ses parents pendant une courte période, était chef de bande. Il lui voit une admiration sans borne, et c'est un film qui est nourri, comme tous les films de Coppola, de ses affects propres à l'enfance. Et je pense que c'est là-dedans aussi qu'il faut voir l'obsession de Coppola pour le temps. C'est que c'est quelqu'un, voilà, on connaît l'anecdote, Coppola a une, je sais plus quelle maladie, la polio, et il a été bloqué pendant 1 an pendant ses jeunes années. C'est une expérience qui marque, et qui marque aussi l'arrêt de l'écoulement du temps. Quelle était Verte ma vallée, quoi. Il a vécu Donc en fait, du coup, c'est quelqu'un qui est obsédé par le temps aussi, parce que il ne cesse de voir
des réminiscences des structures de sa jeunesse qui vont hanter le présent. Et finalement, ce film-là, Rusty James, il est bon parce que il est vraiment nourri de ces affects-là avec de la relation avec son frère, et qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît en fait, parce qu'on pourrait croire le film est une sorte d'élégie, de déclaration d'amour à son frère, qui serait le Motorcycle Boy, mais le film finalement ne cesse de montrer que le Motorcycle Boy est juste un être suicidaire, qui est devenu une image, qui est devenu, pour son entourage, qui est devenu légendaire, voilà, mais qui est en fait autre chose, c'est une chimère, c'est une sorte de chimère, et lui-même refuse d'endosser cette image-là. Il a été filmé, et ça a été discuté avec Mika Rourke, qui lui a demandé de le jouer comme un intellectuel camusien français, un héros existentialiste complètement vide, porté par un sens de l'absurde, quoi. Moi c'est ce qu'il y a, et j'ai vraiment un souvenir de la première fois où je l'avais vu, et comme toi, je pense que c'est quand j'étais adolescent, où il apparaît, je crois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes uniquement, ce personnage de Motorcycle Boy, et jusque-là on en a déjà beaucoup parlé. Il est présenté vraiment justement comme une icône, comme quelque chose, voilà, c'est le héros, vraiment tout le monde à la fois le respecte, le vénère. Il y a Rusty James qui voudrait être comme lui, il rêve vraiment d'être comme son frère jusqu'au bout, hein. Il démord pas de ça, malgré le fait que son frère en plus après lui. Bref, pendant 20 minutes on parle de lui, et on s'attend du coup à voir en effet justement débarquer le grand héros américain, finalement, presque John Wayne, quelqu'un qui va rouler des mécaniques. Et en effet, quand il apparaît, c'est déjà comme un fantôme. Le type est à moitié, c'est un espèce de mort-vivant. Il est désabusé, et j'ai vraiment le souvenir adolescent d'avoir ressenti complètement cette chose, moi, de me dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent en fait le vénérer, ce type, alors que lui-même se dégoûte. Enfin, il a vraiment l'impression que tout le dégoûte dans cette vie qui est là, dans cette ville. Lui-même, ce qu'il est, ce qu'il représente pour les gens, ça le dégoûte. Il veut pas du tout de ça. Il en veut pas. Il veut partir. Il a des rêves, mais en même temps, comme tu l'as dit, il est quasi suicidaire, ce type. Il croit plus en rien. Il est plus attaché en rien. Et il est limite autiste. Enfin, c'est vraiment très étrange. Et ça court. Le film est assez court. Il dure 1h20, 1h30, je crois. Et jusqu'à la fin, en fait, quand je me rappelle, la première vision, encore une fois, quand j'étais jeune, plus jeune, j'avais vraiment, du coup, cette sensation très étrange de me dire, mais tous ces jeunes, que ça soit Rusty James et tous ses copains, en fait, sont en train de vénérer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est exactement ce que montre le film. Quand t'es jeune, ça te paraît très bizarre. Aujourd'hui, évidemment, ça me paraît tout à fait, voilà, c'est ce qui est montré dans le film. Mais quand j'étais jeune, de voir ça comparé à tout ce que la production américaine pouvait montrer aussi à cette époque-là, c'était très étrange, en fait. C'était vraiment très étrange. Dès le début du film, dès la première apparition du Motorcycle Boy, Coppola te dit non, mais ils sont en train de vénérer quelque chose qui n'a pas lieu d'être vénéré, absolument pas. Et lui-même en a conscience, et il essaye de le dire à tout le monde, et personne ne l'écoute, absolument personne ne l'écoute. Et c'est en ça que voilà, c'est une drôle de déclaration d'amour à son grand frère quelque part. Il y a quelque chose qui est étrange là-dedans. Et c'est vrai que en fait, Motorcycle Boy joue presque le rôle du capitaine Kurtz. On sait que chez Coppola, le rôle de la figure tutélaire est hyper importante. On est à je pense que ça soit Kurtz, Brando dans Apocalypse Now, c'est la figure tutélaire. Tu vas avoir aussi le Brando dans Le Parrain, qui est une figure tutélaire. Et voilà, le personnage de Pacino dans Le Parrain va vouloir marcher sur les traces. On est toujours dans ce rapport-là chez Coppola de personnages qui arrivent après. Chez Coppola, la tragédie elle a déjà eu lieu, c'est pareil. Le personnage vont vénérer quelqu'un. C'est Coppola qui vénère son frère. C'est Pacino qui a une relation très ambiguë, qui va finir par vénérer son père et vouloir devenir comme lui. Mais ça devient une farce quelque part. Ça devient une sorte de farce. C'est Matt Dillon qui joue à être James Dean, mais qui est finalement qu'une sorte de parodie. Ça va être les personnages même les soldats dans Apocalypse Now qui vont jouer à la guerre, mais ça va être une sorte de parodie de guerre, ou de guerre de façon très farcesque. Même dans Coup de cœur, on retrouve ça, des gens qui vont vivre une sorte de parodie d'histoire d'amour. Il y a ce rapport-là à l'image qui est très particulier, parce que à la fois, Coppola, c'est un grand imagier, quoi. C'est quelqu'un, on le sait, même sa réputation, on pense Coppola, on va penser démesure. Donc quelqu'un qui fabrique des images, quelqu'un qui va fabriquer quelque chose qui va être de très spectaculaire. Mais finalement, ces films sont aussi des critiques de ça.
des critiques des figures tutélaires que l'on ne doit surtout pas suivre. Sauf que chez Coppola, l'inverse de ça, si on ne suit pas une figure tutélaire ou si on décide de s'en débarrasser, finalement on devient un petit peu fou, quoi. On s'extrait complètement du monde, et c'est le personnage de Motorcycle Ball, de pas mal de ces personnages au fil de ces films. On écoute un court extrait, encore une fois, de Rusty James, et puis on se retrouve un peu pour parler aussi, vu qu'on a un peu le temps, de cette édition de Wild Side. Okay, I'm just gonna take a look. Here, take a swig of this. That's a lot of blood. Oh, fuck. Ah! Fuck! What are you doing? That must hurt. You know, he ought to go to a doctor. Look, he's been hurt worse than this. That could get infected. Don't touch it. Relax, all right? Then they'd have to cut my side off. Where'd you go, man? I went to California. Yeah? Yeah, stay down. Now stay down, all right? Fuck. California's nice, huh? What do you think California's like? Like all that shit you see in the movies, man. Blondes walking around. The Beach Boys. Palm trees. The ocean, man. How was the ocean? Huh? Nah, I didn't get to the ocean. No? No, I didn't get to the ocean. California got in the way. Yeah? California got in the way? I thought California was on the coast. Don't talk so much. Voilà, c'était un dernier extrait de Rusty James. Avant de terminer cette émission, quand même, il y avait quelque chose, moi, sur lequel je voulais revenir, parce que c'est une impression que je peux avoir. C'est évidemment Coppola, on retient les années 70 parce qu'il y a Le Parrain 1 et 2, il y a Apocalypse Now, il y a 2 Palmes d'Or, tout ça machin. Et c'est vrai qu'à partir de Coup de cœur, qui a été ce gros échec, et toutes les années 80, savoir que les années 80, Coppola a quand même réalisé des films vraiment à la pelle, hein. Enfin à la pelle, ça se dit pas du tout, mais il a enchaîné les films, hein. On en a parlé, il y a Coup de cœur, Outsiders, Rusty James. Il va enchaîner après, il y aura Peggy Sue, il y aura Cotton Club, qui seront plus ou moins, enfin il y aura un échec, un succès, Jardin de pierre, enfin et Tucker. Même dans les années 90, il va continuer avec le Dracula notamment, avec ses productions. Il va ralentir après, mais il y a quelque chose de l'oubli, j'ai l'impression, à la fois du public, de la critique aussi, même si certains de ces films sont, comme le prouve d'ailleurs le coffret Rusty James, reviennent et sont disponibles, hein. Il en manque encore, justement, je pense à Jardin de pierre, Peggy Sue, Tucker ne sont quasiment pas disponibles. Non, il y a un vrai, ou pour moi, oubli, alors que je pense à Peggy Sue par exemple, un film que j'ai revu et que j'aime vraiment beaucoup, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de matriciel dans pourtant ces films-là. Ouais, tous les films de Coppola sont tous matriciels quelque part. Même si on prend Peggy Sue, c'est la matrice de Camille Redouble. Oui, je pense que c'est Camille Redouble, c'est un remake. C'est un remake, avoué, voilà. Mais je pense que Rusty James, comme tu l'as dit, c'est un film très particulier aussi dans l'histoire des formes de la représentation de l'adolescent au cinéma, parce que faut savoir aussi que c'est évidemment inspiré des bouquins de Susan Hinton, mais aussi des photos de Larry Clark, qui est son premier bouquin de photos qui s'appelait Tulsa, qui est la ville où se passe Outsiders et Rusty James, et donc il s'est basé là-dessus. Larry Clark qui finira par faire des films, qui finira par faire des films, donc, et puis scénarisé par Harmony Korine, et Gus Van Sant effectivement a inauguré, a été très important dans comment filmer un adolescent, les adolescents et tout ça. Il s'est clairement complètement inspiré de Rusty James, parce que justement on était dans un truc où on va saisir à la fois une sorte de vide existentiel quelque part propre à l'adolescence. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Gus Van Sant, qui va mettre dans la peau de River Phoenix par exemple dans My Own Private Idaho, et dont il va reprendre aussi Matt Dillon pour Drugstore Cowboy, il me semble. Et il y a à la fois quelque chose de cet ordre de vide existentiel qui est propre aux années 90 où Gus Van Sant a fait ses films, et aussi quelque chose de furieusement sexy en fait que Coppola a mis en branle dans Rusty James, ce côté, voilà, un film
film rock, le film clip, parce que c'est aussi un film qui inaugure les années 80, où ça va annoncer un peu le début du cinéma clippé, où d'un coup il y a toute la nouvelle vague anglaise, les Ridley Scott, Alan Parker, qui vont venir à Hollywood et créer une sorte de nouvelle esthétique, qui vont revenir justement, où une des principales références, ça va être la même que Coppola pour Rusty James, c'est-à-dire l'expressionnisme allemand, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement marqué visuellement. On sait que voilà, les stores vénitiens, mais c'est vrai qu'on parle lumière. souvent de l'influence, par exemple, que peut avoir Michael Mann, qui est réelle, hein, sur justement l'esthétique, à la fois des années 80 et 90, parce que Michael Mann a une grosse influence, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier l'influence qu'a pu avoir Coppola sur cette création d'images aussi, qui est très différente, bien évidemment, mais qui se retrouve, comme tu le dis, justement, dans à la fois le cinéma entre guillemets d'auteur que vont pouvoir avoir 10 ans ou 20 ans plus tard, des types comme Larry Clark, Gus Van Sant, mais aussi dans l'imagerie collective, en fait. Ouais, je pense que c'est le côté Coppola qui me fascine, c'est que c'est Enfin, pour moi, c'est un des cinémas américains par excellence, et en même temps, j'ai presque envie de le rapprocher de Piala dans le terme. C'est quelqu'un qui fait de l'autofiction de façon permanente. C'est qu'à la fois, évidemment, on va penser Coppola, on va penser Chevaucher des Valkyries, on va penser des propositions formelles. Mais il y a ce très, côté très fortes, des aussi, images très fortes, mais... moi qui me fait penser plus à Cimino finalement, oui, dans le côté Voyage au bout de l'enfer, où c'est comme Cimino le présentait Voyage au bout de l'enfer comme un film de famille, encore une fois. Et en même temps, c'est pareil, c'est une grande fresque, comme Le Parrain justement peut l'être exactement comme voilà. C'est exactement ça. Enfin voilà, le Parrain, et évidemment tout le monde se rappelle de ça, mais l'image qu'on a du Parrain, c'est la grande fresque romanesque, c'est pas du tout le petit film de famille, alors que la force du Parrain, c'est pas son imagerie, c'est au contraire tous les affects que Coppola a réussi à mettre dedans, le fait que ce personnage de Pacino, il s'y identifie, c'est que le Brando, ça soit son père là-dedans, il essaye d'arriver à la cheville de son père, mais qu'il se sent bafoué, c'est exactement ce que ressent Coppola quand il essaye de faire du film hollywoodien, mais qu'il l'estime ne pas y arriver, et même quand il fait le Parrain 3, qui a été quand même, les gens ont beaucoup craché sur le Parrain 3, notamment quand il est sorti, mais encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on revoit le Parrain 3 aujourd'hui, est-ce que ça raconte le fait que Michael Corleone veut revenir dans le rang, il est vieux, il est seul, il veut revenir dans le rang, et il se rend compte que à tous les niveaux, tout est corrompu et qu'il pourra jamais revenir dans ce rang-là. Et pourtant, il essaye, il a beau avouer, il a beau essayer de se faire pardonner, il pourra jamais. Mais il y a une tentative jusqu'au bout de rentrer dans la légalité. Ouais. Mais c'est amusant de voir qu'il a pu faire Tucker qui parle de son aventure zoétrope, voilà complètement, ce petit indépendant qui veut construire et faire des choses comme peuvent le faire les gros constructeurs automobiles à côté, mais le faire à sa manière, de façon familiale. Faut voir Tucker, c'est de façon le plus ostentatoire, l'autoportrait que Coppola pourra faire de lui-même, je pense. Et le film, vraiment, c'est un plaisir avec Jeff Bridges, faut voir Tucker. Mais c'est amusant de voir, voilà, comme tu le dis, qu'il est constamment dans l'autofiction, finalement. Il y a une intrication totale. En tout cas, il y a une vraie influence de ce que lui est dans ses commandes, parce que c'est quand même des objets de commande. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que je citais Piala. C'est évidemment très différent formellement, mais Piala, ces films gagnent quand on connaît la vie de Piala. Ces films gagnent en puissance. C'est pareil pour les films de Coppola. Ces films gagnent en puissance quand on connaît sa vie. C'est quelqu'un qui a tellement poussé, même dans Apocalypse Now, l'anecdote est connue, il est carrément devenu le colonel Kurtz quelque part. Il y a cette année, il y a même eu ce phénomène d'ironie tragique où il filme Jardin de Pierre, un scénario qui raconte la perte d'un fils. Et là, d'un coup, il perd son fils pendant le tournage. Coppola, perd son fils pendant le tournage. Qui va filmer un accident de hors-bord, qui va filmer dans son dernier film Twixt, qui va filmer cet accident. Donc il y a vraiment ce sens, un truc, là, c'est vraiment de l'ironie tragique, une sorte de blague de l'existence, mais c'est quelque chose qu'on ressent, et je pense, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure à propos de cette déclaration d'amour à son frère. C'est que tu te dis, c'est pas la déclaration d'amour unilatérale qu'on pourrait croire. Son frère, c'est donc le père de Nicolas Cage. Nicolas Cage joue un rôle, dans son premier, dans Rusty James. Ouais, un de ses premiers rôles dans Rusty James. Et il joue, Coppola lui fait endosser la veste que portait son frère lorsqu'il était chef de bande. Donc le père de Nicolas Cage. C'est ça. Mais Nicolas Cage joue le traître là-dedans. Il joue le traître. Il joue celui qui va finalement devenir une sorte de motorcycle boy. C'est-à-dire devenir, un peu un loser. Le loser que justement ne veut pas être, dont Mickey Rourke s'est bien rendu compte de l'absurdité totale de cette fonction. Mais,
et quand Rusty James va en Californie parce qu'il a vu sa mère qui travaille à Hollywood, tu dis pas Rusty James, Motorcycle. Non, c'est du coup et puis Rusty James à la fin va en Californie, c'est lui qui c'est comme ça que ça se termine. Lui il y va, il s'extrait de ce truc là. Tu dis oui, donc c'est Coppola parce que il a une admiration pour son frère, mais celui qui a réussi dans la famille, c'est ni son père, ni Carmine Coppola qui est un compositeur qu'il n'a fait cesser de jouer, mais qui était un compositeur peut-être pas raté, mais qui n'a jamais eu de succès jusqu'à ce que son fils lui-même devienne un grand réalisateur, qu'il le fasse faire des bandes originales de films. Et tu dis, c'est quelque chose de familialement hyper bizarre, parce qu'on sent la culpabilité. C'est un cinéaste catholique, enfin italien et de culture catholique, mais on sent toute cette somme d'affect hyper étrange qui traverse tout Rusty James dans la relation qu'il peut avoir avec le frère, quelque chose du pur d'admiration totale, d'une figure tutélaire, mais en même temps figure tutélaire qu'il faut tuer et qu'il l'a tué, et dont il se dit bah voilà, je me suis dégagé, c'est moi qui a réussi quelque part, ou en tout cas je me suis extrait de ce truc là. On va revenir quand même rapidement sur cette édition parce que moi ça me rend curieux, parce que j'ai pas l'édition Wildside chez moi, j'ai l'édition Eureka, c'est un éditeur anglais qui fait un super travail et qui a sorti donc du coup l'année dernière un très très beau coffret steelbook, donc un truc en métal qui reprend l'affiche originale de Rumblefish, puisque c'est le titre original donc de Rusty James, et Wildside a repris donc à l'identique les contenus du Blu-ray, avec tous les bonus qui sont vraiment passionnants, avec le commentaire audio de Coppola qui est absolument merveilleux. Ouais. Mais par contre, ils y ont ajouté des sous-titres, ce qui est quand même bienvenu, puisque Eureka, comme tous les éditeurs anglais, Arrow notamment aussi, ne fournit pas de sous-titres français. Hein, c'est un accord entre les deux pays. Et Whiteside y a ajouté aussi un livre. Ouais, le livre est super, est vraiment passionnant. C'est surtout, c'est un très gros livre, mais qui est surtout blindé de photos, et pas que des photos de Rusty James, mais aussi des photos des films auxquels Rusty James peut se référer, ou dans la tradition des films d'adolescents, des films de genre La Fureur de vivre, et aussi les films que ça a pu inspirer, et les films de Gus Van Sant notamment, et qui va revenir vraiment beaucoup sur l'histoire de ce tournage, de tout ce dont on a pu parler, de façon très précise, très fouillée, et puis sur tout le caractère un peu de home movie de ce film-là, qu'on a pu évoquer aussi. C'est très complet, super agréable à lire. C'est une universitaire qui, je vais oublier le nom, donc je m'excuse auprès d'elle, qui l'a écrit, et c'est pas du tout un bouquin platement universitaire chiant, ça se lit comme un roman. Et puis au niveau des bonus, quand même conseillé très très fortement pour une fois le commentaire audio. Alors je dis ça alors que j'ai pas écouté jusqu'au bout le commentaire audio, mais je le ferai, et je pense que j'irai même écouter les autres commentaires que Coppola a pu faire sur ses autres films, parce qu'il faut savoir que à la fin des années 90, début 2000, il a mis entre parenthèses un peu sa carrière, et qui s'est vraiment occupé avec l'avènement du DVD justement de ses sorties DVD, et il a enregistré beaucoup de commentaires audio notamment. Il s'est arrangé aussi pour fabriquer des bonus, notamment pour Le Parrain et d'autres choses, et son commentaire audio sur le film est absolument merveilleux, contrairement à beaucoup de commentaires qui sont en général très ennuyeux, parce que le réalisateur ou le scénariste ou n'importe qui va commenter ce qu'on voit décrire un truc, c'est limite l'audio description pour les aveugles. Là non, on a affaire à quelqu'un qui va remettre tout dans son contexte, qui va à la fois raconter des histoires très personnelles justement sur son enfance, qui va raconter des choses techniques, vraiment comment il a fait telle ou telle chose, mais sans être ennuyeux à aucun moment, revenir sur vraiment pourquoi il a fait ce film là, qu'est-ce que ça veut raconter, où est-ce qu'il voulait en venir, et vraiment c'est un très très gros plaisir. En plus Coppola a une voix exceptionnelle, c'est vraiment un gros plaisir de l'entendre. T'as envie de lui, comme un gros nounours, t'as envie de lui faire un gros câlin, je crois, c'est carrément. Et c'est émouvant, il revient vraiment sur des choses qui le touchent, parce que surtout sur ce Rusty James, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise dans l'exercice, ça c'est sûr, et d'autant que dans ses films il fait tellement tourner sa famille qu'il est tellement content de voir sa famille, qu'il le dit, et que c'est hyper communicatif, et que en plus Sophia après il est très technique. Oui, et Sofia Coppola jouant dans Rusty James, chaque fois qu'il la voit il est là, oh regardez, c'est ma fille, c'est ma fille, et c'est assez, d'ailleurs c'est assez drôle parce que Virgin Suicide n'est pas sans la thématique du retrait du monde et tout ça qu'il y a dans Rusty James, c'est exactement la même que certains films de Coppola. Mais du coup ce commentaire audio là est absolument génial. Il y a cette anecdote à un moment qui raconte qui est super, c'est quand ils sont dans la séquence dans l'animalerie à la fin où Mickey Rourke libère tous les animaux. Il demande à la romancière dont il adapte le bouquin, c'est pas mal ton idée là, ça vient d'où? Ça vient d'un film que j'avais vu, un film avec James Caan, et j'ai oublié le titre. Et là, Coppola se rappelle, ah oui, c'est Rain People, bah oui, c'est moi qui l'ai fait ce film. Et donc,
sorte d'intrication totale du réel et de la fiction qui est vraiment très très drôle. Enfin voilà, c'est un commentaire audio exceptionnel. Et puis pour finir, il y a deux petites vidéos promotionnelles de making of, un peu d'époque et puis avec des images qui sont très courtes, qui durent 11 minutes. Il y en a deux et je me suis dit, j'ai pris un gros plaisir à regarder ça parce qu'en 11 minutes, c'est extrêmement riche. En fait, on voit beaucoup de choses et notamment justement Coppola dans sa caravane et tout le travail dont on parlait tout à l'heure, ces prévisualisations, notamment de faire jouer les acteurs sur fond vert avec le storyboard derrière. Il y a des images de ça et c'est absolument fascinant de voir du coup les répétitions avec Matt Dillon, Nicolas Cage, Chris Penn aussi dont on n'a pas encore mentionné le nom et pareil dans un de ses premiers rôles et qui est vraiment merveilleux et le mauvais Penn est mort, c'est sûr. Et de voir ces images-là, de voir Diane Lane aussi dont on n'a pas mentionné le nom non plus, qui était déjà dans The Outsiders et qui évidemment dans Rusty James est devenu, je crois, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque, un grand fantasme parce qu'il y a des séquences avec Diane Lane qui sont quand même assez folles. Et donc de voir ces images-là de travail d'époque, c'est un gros plaisir à la fois et c'est vraiment fascinant de voir le travail avec Dean Tavoularis par exemple et puis son chef-op dont j'ai encore oublié le nom, Stephen Bourne. Voilà. Et de les voir travailler sur un tableau avec la craie, de faire leur storyboard, de l'enregistrer avec la caméra, de le faire passer en numérique pour ensuite, enfin, on voit tout le travail en l'espace de 11 minutes, ce qui est montré, c'est assez fascinant quand même. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc les bonus sont vraiment pas achetés. Voilà. Ouais, c'est assez dingue. Mais de toute façon, c'est tous les DVD de Coppola, comme je le disais, sont géniaux. Ça n'a rien à voir, mais je regardais les bonus présents sur le Blu-ray de Conversation secrète et il y a une super interview de David Shire, le compositeur, par Coppola, un peu sur le même modèle que ce qu'il avait pu faire pour John Milius ou dans les bonus d'Apocalypse Now. Il interviewe John Milius. Émission nécrophile de Canal B. Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Mais ça peut arriver. Un miracle. You know, I saw her on television. I was sitting in a comfortable bar and I was minding my own business. They had one of those award shows on the TV. When the camera went over the audience, I saw her. Yeah? And I knew if I went out to California, I'd find her. I thought she was dead, man. And now I know. Now I know why the old man always said you look exactly like your mother. Yeah? I must look like her too, huh? She's living with a fucking movie producer. Or she was then, I don't know. Was she? Was she glad to see you? Oh yeah, she was, yeah. She said it was the funniest thing she ever heard of. She wanted me to come in and move in with her. California is, yeah, it's very funny. It's even better than here. California's nice, huh? Nice place? California's like, yeah, California's like a beautiful wild girl on heroin. Who's high as a kite, thinking she's on top of the world, not knowing she's dying even if you show her the marks. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important. Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Mais ça peut arriver. Un miracle. You know, I saw her on television. I was sitting in a comfortable bar and I was minding my own business. They had one of those award shows on the TV. When the camera went over the audience, I saw her. Yeah? And I knew if I went out to California, I'd find her. I thought she was dead, man. And now I know. Now I know why the old man always said you look exactly like your mother. Yeah? I must look like her too, huh? She's living with a fucking movie producer. Or she was then, I don't know. Was she? Was she glad to see you? Oh yeah, she was, yeah. She said it was the funniest thing she ever heard of. She wanted me to come in and move in with her.
California is, yeah, it's very funny. It's even better than here. California's nice, huh? Nice place? California's like, yeah, California's like a beautiful wild girl on heroin. Who's high as a kite, thinking she's on top of the world, not knowing she's dying even if you show her the marks. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous.